Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans un autre cours d'infectiologie. Cette fois-là, ce sont des infections virales causées par le fameux virus de l'herpès. C'est le cours du docteur Mouffa. Les liens sont toujours disponibles dans la description. N'oublie pas d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos dans tous les modules. Laissez vos commentaires concernant la qualité des vidéos. Laissez vos questions à répondre. Maintenant, on commence notre cours par les infections à l'herpès virus. En ce cours, on va voir la varicelle, le zona et le BV l'Epstein-Barr virus et le MNI, le mononucléose infectieuse. Donc, commençons par cette première partie de la varicelle, de la fameuse en arabe Bouchouka. Ça nous fait rappel au cours du troisième année du virus à ADN où on avait entamé tous ces familles d'herpès viridés. Cette fois-là, on va voir leur pouvoir pathogène, leur mode de transmission, bien sûr, leur traitement et leur prévention en infectiologie. Donc, ce sont des virus. Ça nous fait rappel au cours du troisième année, virus à ADN, à capside icosaédrique qui sont enveloppés. Ça, on avait déjà vu précédemment. Vous pouvez voir ce cours-là dans la playlist du bactériologie, ou bien plutôt de virologie, qui est disponible dans les playlists de la chaîne. Je vous invite à les voir. Donc, on récapitule. Les herpès viridés sont divisés en trois familles. L'alpha herpès viridé, l'alpha ou bien le bêta herpès viridé, le gamma herpès viridé. L'alpha herpès viridé, on est en train de récapituler ce qu'on avait dit déjà en troisième année. On résume. C'est de l'herpès HSV1, HSV2 et le zona. C'est Human Simplex type 1, l'herpès simplex type 2 et de la varicelle. Notre cours là, c'est du Pushuka. Les bêta herpès viridés, c'est le fameux CMV avec l'HHV6, l'HHV7. C'est la bêta herpès viridé, c'est là. Et dernièrement, les gamma herpès viridés, le fameux Epstein-Barr virus qu'on va entamer. Donc, on va avoir de la varicelle, zona et de l'Epstein-Barr virus dans ces trois parties dans ce cours. Donc, ce qui caractérise les herpès viridés, ça on avait déjà dit, c'est qu'ils ont des virus à latence. C'est pour cela on voit cet aspect de serpent. Ça, on peut dire que ça, c'est l'herpès. Il va cacher dans l'organisme et en cas de stimulation, une immunodépression, ce sont là les facteurs déclenchés, le stress, le soleil, ou bien une immunodépression, déficit immunitaire cellulaire. Là, ça va réactiver le virus. D'abord, le terme herpès veut dire serpent. C'est la latence. Il va se réactiver après une latence. Après qu'il a été dormi, là, vous voyez, le virus va s'activer et se multiplier et donner des formes latence ou bien de la récidive. C'est le fameux exemple de varicelle et zona. La varicelle est la primo-infection et la forme de latence, c'est du zona comme on va voir. Donc, où vont se cacher ces virus, ces virions-là? Pour le Human Simplex virus 1 et 2 et de la varicelle, ils vont cacher dans les ganglions sensitifs. Donc, ils ont un tropisme dans les ganglions sensitifs. Concernant le CMV, il va se cacher dans les monocytes et les macrophages. Donc, vous voyez que les herpès viridés ont un tropisme lymphocytaire ou bien leucocytaire. Le fameux EBV, il va se cacher dans les lymphocytes B et les cellules épithéliales. Et les derniers HHV6, HHV8. Le 6 va se cacher en cellules, les glandes salivaires ou bien les mononucléés sanguines du glande salivaire. Et le dernier va se cacher dans les cellules endothéliales. Donc ils ont un tropisme endothélial et leucocytaire, comme vous avez déjà vu. C'était une récapitulation. Tout ça, on avait déjà parlé dans la troisième année dans la playlist, je répète, de virologie qu'elle est disponible. Je vais vous laisser le lien dans la description pour la consulter. Commençons par de la varicelle. Le troisième
virus dans la famille des herpès, c'est de la varicelle. C'est un virus, bien sûr, qui est strictement humain. Ça, c'est à noter. Il cause une endémie dans le monde entier. Nous tous, on avait déjà rencontré au moins une fois dans notre vie du fameux Bushka ou bien de la varicelle. C'est une infection infantile, presque qui est obligatoire. On a déjà vu au moins une fois dans notre enfance. Donc, quelques notions sur la physiopathologie. Là, c'est de l'herpès virus. Il va se cacher dans les ganglions sensitifs et après ça, il va donner les manifestations cliniques qui sont de l'éruption ou bien les macules, les papules, comme on va voir, ou bien il peut se cacher dans les ganglions sensitifs pour réactiver en cas d'immunodépression. Ça, on va détailler dans les plaques suivantes. Commençons par la varicelle. Ça, c'est de la varicelle, c'est du Bushka. C'est l'infection de l'enfance la plus répandue, ou bien on l'avait déjà vu au moins une fois dans notre vie. Donc, l'objectif pédagogique concernant la varicelle, c'est d'écrire l'aspect, la topographie et le mode d'évolution des lésions cutanées et les signes accompagnateurs. Ça, c'est en premier plan, vous devez savoir diagnostic. Maintenant, énumérer les différentes complications chez l'immunodéprimé, décrire les particularités de la varicelle néonatale. C'est une forme grave. Ça nous fait rappel au cours de herpès viridé dans la troisième année et de la varicelle congénitale. Et en dernier lieu, préciser les indications et les traitements antiviraux. Ce sont les objectifs que vous devez retenir dans ce cours-là concernant la varicelle. Maintenant, la clinique de la varicelle, c'est très simple. Toujours une incubation silencieuse de moyenne de 14 jours. Après ça, l'invasion, elle est très brève de 24 heures. Elle passe inaperçue. C'est de la température, elle est à 37,5 ou bien à 38. C'est un petit fibricule. Un malaise général et parfois des éruptions scarlatiniformes fugaces. Mais parfois. Mais ce qui caractérise la varicelle, c'est de l'exanthème, l'énanthème et les signes généraux. Ça, c'est de l'exanthème. Ce sont des taches qui se trouvent dans la partie tégument ou bien la partie externe. L'énanthème, c'est des macules ou bien des papilles qui se trouvent à partir de dans les muqueuses. Donc, premièrement, on va avoir l'exanthème. Après ça, on va voir, deuxièmement, c'est l'énanthème. L'exanthème, exant veut dire à l'extérieur. Donc, c'est les peaux et les téguments. Énanthème, c'est-à-dire à l'intérieur, ce sont les muqueuses qui sont atteintes de ces macules ou bien des vésicules. Commençons par l'exanthème. Donc, les macules ou bien les vésicules passent par ces étapes-là que vous devez les retenir. Vous devez retenir la clinique de la varicelle. En J1, les macules sont rosées, comme indiqué là. Les papilles sont très prurigineuses. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, J2, les vésicules vont devenir en gouttes de rosée transparentes, entourées d'un liseré érythémateux. Ça, c'est le J2. Le J3 et le J4 caractérisent le dessèchement de ces vésicules à contenu trouble avec des dépressions de ces vésicules-là et flétrissants. J4 vers J5, ils vont devenir brunâtres et secs. Et au 10e jour, le J10, ces croûtes-là vont chuter. Donc, on voit le développement de la macule vers une vésicule qui va commencer à se sécher et va devenir des croûtes qui vont se chuter vers le 10e jour. Donc, à chaque fois, on avance dans les jours d'infection, l'aspect des macules ou bien des vésicules va changer. Donc, c'est nécessaire de savoir les étapes ou bien les phases de l'exanthème afin de définir quel est le stade, ou bien quel est le stade, ou bien le jour, ou bien quelle est la chronologie de l'infection pendant les jours. Le siège. Cet exanthème touche, je répète,
tout le corps. Il ne respecte ni le visage, ni le cuir chevelu, ni les régions palmoplantaires. Donc, ce qui caractérise là, c'est très nécessaire. Ce qui caractérise la varicelle, c'est que ces macules-là vont exister dans tout le corps. Elles ne respectent ni les palmes, ni les régions plantaires, ni le visage. Et c'est des diagnostics différentiels avec d'autres infections cutanées. Donc, et le prurite là, il est très intense. Donc, Bouchouka, on sait tous que le prurite est très intense et qui va provoquer la rupture de ces vésicules et c'est un mode de contamination du virus. Ces vésicules-là qui sont contenues ou bien sont contenues les liquidiens, ça va contenir du virus et va contaminer les autres. Donc, ça, c'est de l'exanthème. D'abord, quelle est l'évolution de cet exanthème? C'est à peu près 1 à 3 poussées. Ce sont des éléments d'âge différents. La guérison, elle est à des jours. Donc, la varicelle, c'est une infection bénigne de l'enfance. Infection qui est obligatoire, si on peut dire. On avait déjà vu la varicelle dans notre enfance au minimum une fois. Donc, c'était l'exanthème. On répète qu'il touche tout le corps et respecte ni les régions plantaires, ni palmaires, ni le cuir chevelu avec un prurite qui est très intense. Devant cette symptomatologie, on évoque de la varicelle. Deuxièmement, en plus de l'exanthème, on voit de l'énanthème qui est bucco-pharyngé. Au niveau du muqueuse, on va trouver les vésicules qui sont illustrées là dans la photo. Donc, un exanthème plus un énanthème, ça ce qui caractérise la varicelle. Donc, vous voyez, ça c'est du varicelle, c'est des macules, ça c'est de l'exanthème. Maintenant, les formes cliniques de la varicelle. Donc, dans la forme clinique, on va voir des éruptions qui sont variables en intensité et d'âge. Donc, dans l'âge, l'adulte fera une forme plus sévère avec une varicelle disséminée, une fièvre élevée, pneumopathie interstitielle varicelleuse, en particulier chez la femme enceinte. Donc, chez l'enfant, c'est une infection ou bien affection qui est bénigne, mais chez l'adulte, c'est plus sévère. Elle peut évoluer vers la pneumopathie interstitielle varicilleuse et surtout chez la femme enceinte qui est en état d'immunodépression physiologique. Parfois, il existe des formes graves chez les sujets à haut risque avec un taux de mortalité de 15 à 20% chez le terrain d'immunodépression comme on va voir. Donc, l'herpès peut se manifester par la varicelle qui est bénigne chez l'enfant, mais il peut varier vers des lésions qui sont mortelles. Les formes compliquées. Donc, les complications peuvent être cutanées. C'est la surinfection par le strepto ou bien le staphylo, avec l'aggravation si on utilise le talc ou bien les anti-inflammatoires non stéroïdiens. D'abord, les AINS sont à proscrire dans le cas de varicelle comme on va voir. Deuxièmement, les muqueuses. Ces macules peuvent compliquer d'une stomatite, d'une vulvite, une conjonctivite ou bien une laryngite. Les complications pulmonaires, c'est la pneumopathie varicelleuse ou bien la surinfection pseudo-miliaire. On peut aussi noter des complications neurologiques, c'est de la confusion, bien la convulsion, ataxie et l'encéphalite. Dernièrement, les complications hématologiques, ça peut compliquer d'une purpura thrombopénique à cause de la thrombopénie qui est sévère pendant l'affection de varicelle. Ça, c'était le tableau clinique de la varicelle. Donc, gardez-vous en tête qu'elle est bénigne chez l'enfant, mais elle ne s'exclut pas de complications chez l'adulte ou bien l'immunodéprimé. Ça, c'est un poumon varicelleux. Ça, c'est un syndrome interstitiel varicelleux.
Et l'aspect typique d'un syndrome interstitiel, ou bien ça c'est le mésenchyme qui est touché. C'est du pneumologie. On va voir dans le module de pneumologie, Inch'Allah. Là, ce sont des lésions aggravées. Ça, c'est de la conjonctivite. C'est de la surinfection cutanée. Ah, vous voyez. Ah, c'est une forme oculaire. Elle est surinfectée. Donc, la varicelle, elle est bénigne, mais parfois, elle peut se compliquer, comme vous voyez dans les illustrations. Là. Là aussi, ce sont des formes graves compliquées. Vous voyez là, stomatite. Là, la forme de l'adulte, qui est grave. Autre forme grave, c'est l'infection materne-fœtale de la varicelle. C'est ou bien de la varicelle néonatale ou de la varicelle congénitale. Là, un peu de concentration. On a deux varicelles de infection materne-fœtale. On a une varicelle néonatale. Donc, elle est transmise pendant l'accouchement. Et on a la varicelle congénitale. Maintenant, détaillons ces deux notions-là de néonatal et de congénital. Donc, la néonatale, c'est la varicelle chez la mère avant l'accouchement, peu avant l'accouchement. Donc, c'est presque l'infection retardée. C'est juste avant l'accouchement où le fœtus ou bien le nouveau-né va attraper de la varicelle et elle est grave quand la varicelle est de 5 jours ou bien à 10 jours après l'accouchement avec un taux de mortalité de 30%. C'est de l'absence d'anticorps maternels. Donc, vous voyez, premièrement, c'est de la varicelle néonatale. Elle est très grave si à 5 jours ou bien avant le deuxième jour après l'accouchement, avec un taux de mortalité de 30%. Pourquoi? C'est de l'absence des anticorps maternels. On avait dit que les anticorps maternels protègent l'enfant pendant et de 48 heures, c'est de 2 jours ou bien de 3 jours. Si l'infection survient après ce délai-là, l'enfant ou bien le nouveau-né va subir des séquelles avec des mortalités sévères. Pourquoi? L'enfant n'a pas de l'immunité contre ce virus-là. Maintenant, la varicelle congénitale. Là, elle est différente de la néonatale. La néonatale, c'est de l'infection de la varicelle pendant l'accouchement. La varicelle congénitale, elle est exceptionnelle, mais c'est de la varicelle qui va survenir avant la 20e semaine d'aménorrhée. Donc, c'est avant la 20e semaine d'aménorrhée, ce sont les 3 premiers mois, ou bien les premières moitiés de congestion, plutôt de grossesse. Là, le fœtus va attraper de la varicelle et ce sont des lésions cutanées, cicatricielles, avec des anomalies oculaires, l'atteinte du système nerveux central avec hypoplasie des membres. Malheureusement, ce fœtus va avoir de malformations congénitales, mais heureusement, c'est exceptionnel, c'est très rare. Mais la varicelle peut survenir, notez ça bien, avant la 20e semaine d'aménorrhée. Donc, les formes graves peuvent survenir chez l'adulte, chez le nouveau-né ou plutôt congénital chez le fœtus avant la 20e semaine d'aménorrhée. Et c'est grave, vous voyez là, les atteintes sont neurologiques, oculaires, cicatricielles, avec des séquelles et hypoplasie des membres. Passons à deuxième titre, le diagnostic. Le diagnostic, c'est facile, c'est clinique. Donc, la clinique peut poser le diagnostic de la varicelle avec l'existence du virus dans les vésicules. On avait dit que les vésicules peuvent contaminer par leur rupture. Ils vont disséminer ce virus et contaminer. Il est très contagieux dans l'enfance. Donc, et on peut confirmer par de la PCR ces vésicules-là
c'est ce liquide vésiculaire qu'on peut trouver par la PCR ou bien de l'immunofluorescence, poser le diagnostic de certitude, ou bien on peut rechercher de la sérologie, c'est le diagnostic indirect des antiviraux dans le sang. Donc, le diagnostic direct, c'est de la PCR ou bien de l'immunofluorescence. Le diagnostic indirect, c'est la sérologie anti-herpétique et même c'est la mise en évidence du virus dans le liquide vésiculaire. Donc, le diagnostic très facile devant une clinique avec la perception du virus dans le vésicule, plutôt par la PCR, c'est un diagnostic de certitude. On l'utilise toujours souvent et l'existence des anticorps antiviraux dans le sang, tout ça va poser le diagnostic de varicelle avec certitude. Non, avant de voir le traitement, on va voir le diagnostic différentiel. Donc, la varicelle a des diagnostics différentiels avec la variole et le prurigo. Ils vont se manifester par des macules, mais l'aspect l'évolution, elle est différente. C'est pour cela qu'il faut maîtriser de la clinique pour faire le diagnostic différentiel de la varicelle lorsqu'elle existe. Là, c'est de la variole. Donc, vous voyez, l'aspect des macules est différent. Ça, c'est le prurigo. Ça, heureusement, c'est une maladie longtemps éradiquée. C'est en arabe, el juderi. Donc, vous voyez, c'est une infection grave. Elle existait dans les siècles précédents. Ça, c'est du prurigo. Et ça, c'est de la variole. Pardon, j'ai inversé les termes. La variole, c'est en arabe el judri, ce qui est caractérisé là. Et ça, c'est du prurigo. C'est du prurite. Donc, la variole, c'est el judri. Ce sont des lésions, vous voyez, elles sont heureusement éradiquées depuis longtemps. Mais là, c'est du prurigo. Ce sont des deux diagnostics différentiels devant la varicelle. Donc, avec une clinique, une symptomatologie, vous pouvez distinguer facilement entre ces deux entités-là. Notre dernier titre, c'est le traitement de la varicelle. Donc, on a de traitement symptomatique et de traitement antiviral. Maintenant, le traitement symptomatique, gardez ça en tête, il faut jamais administrer de l'aspirine. Ça va donner le syndrome de Rey, qui est une encéphalopathie aiguë. Donc, attention de prescrire de l'aspirine dans un terrain de varicelle. Ça va aggraver le tableau clinique. C'est le syndrome de Rey, c'est l'encéphalopathie aiguë. C'est grave. On peut décrire des antihistaminiques. Donc, les ongles doivent être propres et coupés et courts. Pourquoi? Pour limiter le grattage de ces lésions-là et qui vont disséminer la maladie encore. Les douches et les bains quotidiens, c'est l'hygiène de vie. Et l'antibiothérapie, si en cas de surinfection cutanée, on est en train de parler de surinfection de staphylo, on peut utiliser des antistaphylocoques et notez ça bien, aucun autre produit local. Il existe une contre-indication absolue au talc, aux pommades, aux crèmes et au gel. Tout ça va aggraver les lésions cutanées. Donc, vous devez ni prescrire de l'aspirine, ni d'utiliser d'autres produits locaux, quel que soit talc, pommade, crème ou gel. C'est le traitement symptomatique, c'est l'hygiène de vie. Et en deuxième plan, le traitement antiviral, il est utilisé ou bien réservé pour les formes sévères et l'immunodéprimé, c'est de l'acyclovir en intraveineux. Ça, on avait déjà vu dans le cours de l'herpès. L'antiviral efficace, heureusement, sur les familles des herpès viridés, c'est de l'acyclovir en intraveineux. On l'utilise en cas d'urgence d'immunodépression pour éviter les séquelles, surtout neurologiques. Et enfin, la prévention de la varicelle, c'est l'éviction scolaire.
jusqu'aux guérisons. Donc, c'est pas une maladie à déclaration obligatoire, c'est une infection bénigne de l'enfance. Mais il faut éviter tout contact avec l'immunodéprimé ou bien la femme enceinte qui est non immunisée pour éviter les formes graves qui sont, je répète, la forme de l'adulte et la forme de nouveau-né, la forme néonatale ou parfois la forme congénitale. Ça, c'est à éviter par l'isolement du patient ou bien jusqu'aux disparitions des lésions. Donc, les sujets à haut risque, on peut, on peut l'injecter des immunoglobulines intramusculaires. Donc, on peut utiliser un vaccin vivant sur les immunodéprimés avec 2 doses espacées d'1 mois. D'autres indications, ils peuvent indiquer ce vaccin-là ou bien c'est pour les jeunes adultes non immunisés, l'adolescent entre 12 et 18 ans sans antécédents cliniques, la femme âgée de procréer, elle peut subir d'une vaccination, les candidats d'une greffe d'organes, tous les patients à un état d'immunodépression doivent subir d'un traitement sérologique de la varicelle. Les professionnels de la petite enfance, ils peuvent attraper de la varicelle au contact étroit avec ces patients-là et l'adulte qui est âgé de plus de 18 ans sans antécédent de varicelle dans les 3 jours après le contact. Donc, la prévention, c'est l'éviction scolaire. Il n'y a pas de déclaration obligatoire là, mais il faut une prévention chez les femmes enceintes qui, surtout qui ne sont pas immunisées et chez les immunodéprimés, quelle que soit une immunodépression physiologique ou bien médicale, ou bien par un traitement immunosuppresseur ou par pathologie qui est le VIH ou bien d'autres affections qui vont causer l'immunodépression du patient. Donc, si on récapitule, la varicelle, c'est l'affection bénigne de l'enfance, mais elle peut être grave chez l'adulte, chez la femme enceinte et bien sûr le nourrisson. C'était le cours de la varicelle, un cours simple. Il faut juste maîtriser la clinique et faire les diagnostics différentiels et garder en tête que la prévention est le meilleur moyen de traitement. Merci pour votre attention et je vous rencontrerai dans les prochaines parties, Inch'Allah.